Nommer le mouvement, c'est difficile à nommer parce qu'il n'y a pas vraiment voilà, qui veut rentre dans ce mouvement. Enfin, on va voir un peu la manière après, et se lance pour la promotion. Et donc, j'ai pas vraiment de personnes avec qui j'interagis. Je fais des réunions, voilà, on échange avec des personnes avec qui j'ai un feeling là-dessus, mais euh, c'est vraiment un mouvement citoyen hétéroclite et horizontal. Et du coup, pour me présenter, moi, peut-être, je ne suis pas du tout économiste. Je suis agronome. Je travaille plus sur les questions climat. Je suis assez impliqué aussi sur les questions de mobilité au GRAC, les cyclistes quotidiens. Voilà. Personnellement, j'habite dans un habitat groupé aussi et on essaye de mettre en place pas mal d'initiatives de transition. Voilà, j'aime bien surfer un peu sur toutes les thématiques. Et j'avoue que la finance et la monnaie, je regardais ça de loin, je trouvais ça rébarbatif. Ouais, j'avais bien vu quelques vidéos sur la monnaie dette il y a une quinzaine d'années et qui m'avaient intrigué, mais ça semblait tellement voilà, un peu simpliste que je m'y étais pas attardé. Je m'étais dit, en effet, il y a quelque chose de mauvais là-dedans, mais voilà, l'argent est mauvais en général, comme beaucoup de gens qui veulent un autre monde pensent et du coup écartent ça et mettent ça de côté. Et puis, il y a 2 ans, je suis tombé sur ce concept de monnaie libre qui m'a fort intrigué. J'avais justement à ce moment-là pas mal de temps parce que pour se plonger dedans, il en faut. Parce qu'à l'époque, en tout cas, c'était pas très digeste au niveau présentation. Et du coup, ça m'a fort voilà, motivé. J'y vois de belles choses. Et donc, j'avais envie de partager ça. Et donc, depuis 1 an, plus ou moins, j'essaye de transmettre. Et c'est ce que je vais essayer ce soir avec vous. Transmettre ça un peu, voilà, un peu avec intérêt. Et du coup, j'avais envie de commencer avec vous par un tout petit conte que j'ai entendu il n'y a pas longtemps et que j'aimais bien. Je trouve qu'il fait bien en introduction. Voilà, et ce conte nous projette il y a très très longtemps, au tout début du monde en fait. Voilà, le monde vient d'être créé. Dieu vient de créer le monde, vient de créer chacun des êtres. Et voilà. Alors les êtres se demandent un petit peu, certains êtres, en tout cas les humains par exemple, se demandent un peu ce qu'ils font là, quel est le sens de la vie. Ils réfléchissent beaucoup. Voilà. Il y en a d'autres qui réfléchissent beaucoup moins. Par exemple, les asticots, ils savent, ils sont là, voilà, ils savent pourquoi ils sont là, pour vivre, pour manger. Mais il y a un asticot quand même, il est embêté parce que donc c'est un asticot qui mange les décompositions de cadavres et sa nourriture principale à lui, c'est les humains. Et voilà, les humains, ils sont tellement là à réfléchir quel est le sens de la vie, Dieu, pourquoi la création, la mort, qu'en fait, voilà, c'est des véritables ascètes. Ils sont pas un gramme de gras. Voilà, ils ont la peau sur les os, quoi. Il y a rien à bouffer, en fait. Et donc voilà, ce petit asticot ça l'énerve. Et donc, il décide d'aller voir le créateur. Hein, et donc, le petit asticot qui part. Vous voyez où est le créateur, hein, le petit asticot, le créateur. Donc, ça met longtemps. Hein. Mais au bout de jours, de semaines, de mois, il arrive enfin chez le créateur. Et là, il arrive devant la porte, et la grande porte divine. Et il y a le créateur qui entend un petit quelque chose. Il va ouvrir la porte. Il referme. Alors, le petit asticot, pop, pop. Alors, le créateur ouvre. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, le petit asticot se lance, il explique, bah voilà, moi je viens me plaindre parce que Dieu, tu as créé la perfection, le monde, mais regarde, moi je mange normalement l'homme, et l'homme, il n'y a rien à manger, c'est un problème. Alors, ils s'installent, ils en discutent, et puis Dieu regarde hein, les hommes, et puis il fait, non, 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 l'asticot, t'as raison, j'ai merdé, j'ai merdé, et c'est bien de me le dire, voilà, parfois on merde, j'ai beau être le divin, hein, on merde parfois, et là t'as raison. Il faut faire quelque chose, il faut trouver quelque chose. Et Dieu s'est creusé la tête. Il faut que l'homme arrête voilà, de se creuser la tête sur le sens de la vie et tout ça. Il faut, voilà, il faut trouver autre chose là pour qu'il arrête d'être aussi philosophe, ascète. Et Dieu réfléchit, Dieu réfléchit. Et enfin, Dieu a une idée. Voilà. Et c'est ce jour-là que Dieu créa l'argent. Voilà. Mais moi, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui la création de l'argent parce que donc, normalement, cette présentation, je la commence sur l'historique de la monnaie et sur la création de la monnaie de dette, mais ici, on va passer cette partie-là.
De un, parce que je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont plus compétents que moi sur cette question. J'essaye de faire surtout de la vulgarisation. Et de deux, parce que voilà, on veut se concentrer ici sur une alternative, la monnaie libre. Et donc, je vais directement venir là-dessus. Quand même un petit point sur le système monnaie-dette et qui va nous intéresser pour la suite. Il y a 3 éléments caractéristiques du système dette qui sont problématiques. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais ici, je vais en mentionner 3. Et le fonctionnement de ce système dette, donc la monnaie, ça devrait être un outil d'échange, voilà, pour faciliter nos échanges. Et le problème de la manière dont c'est créé, la manière de la dette, donc on crée une somme d'argent pour une dette équivalente, et donc la personne va devoir rembourser la dette, et au fur et à mesure qu'elle rembourse, on détruit la dette. L'argent. On détruit la dette et l'argent en même temps. Et donc au fur et à mesure, l'outil d'échange est détruit. Et donc on n'a plus, on est en train de détruire notre propre outil. Et donc il faut constamment le renouveler. Donc c'est un problème parce qu'on va avoir des assèchements à certains endroits où l'argent va disparaître et à d'autres endroits où il y aurait une abondance, où on peut prêter. Voilà. Et c'est un problème parce que ça vient renforcer les 2 autres caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est que l'argent, la création de l'argent, elle est payante. Mais ce coût, lui, n'est pas créé. Donc, au moment où on crée l'argent, on crée une dette équivalente et puis on demande à la personne de rembourser ça avec des intérêts. Aujourd'hui, on est dans des situations un peu bizarres où parfois les intérêts sont nuls, mais en principe, la création monétaire est payante. Et cet argent-là, on ne le crée pas. Et donc, il y a intrinsèquement dans la manière dont on crée l'argent aujourd'hui un problème d'absence de ressources, de manque de la ressource. On va constamment devoir en créer plus et faire plus de dettes pour pouvoir rembourser non seulement la dette, mais en plus les intérêts. Et donc, on va dans quelque chose d'exponentiel au niveau des besoins d'endettement. Et donc, de facto aussi, puisque la dette est un prêt d'argent sur une croyance dans l'avenir que la personne va rembourser et donc va produire suffisamment pour rembourser. Et donc, il y a un effet où on demande aux gens en fait de produire et de travailler plus qu'est-ce qui est nécessaire normalement pour leurs échanges. Eux avaient besoin de la monnaie pour faire leurs échanges. On leur demande, en leur prêtant cette monnaie, de faire plus pour pouvoir rembourser les intérêts. Et alors, le troisième problème, et ça, aujourd'hui, il y a encore des gens, j'espère que parmi vous, tout le monde le sait, mais ce n'est plus du tout l'État qui crée l'argent, la Banque centrale qui contrôle et encore. On a donné la capacité de créer l'argent à des entités privées, les banques privées. Et donc, on a restreint le pouvoir de dire qu'est-ce qui a de la valeur ou non, qu'est-ce qui est bien à financer dans le monde ou pas. Alors, on pourrait dire qu'ils sont objectifs, ils cherchent toujours la croissance, etc. Néanmoins, on se trouve face à un certain nombre d'entités, un petit nombre, qui vivent quand même dans un cosmos particulier. Hein. Je ne vis pas dans leur monde. Et c'est eux, avec leur vision du monde, qui décident vers quoi va le monde. Qu'est-ce qui va être financé plus tard dans le monde. Voilà, donc ça, c'est 3 problèmes assez caractéristiques du système dette et qu'on va voir. Donc, on pourrait se dire, c'est le pire des systèmes, c'est un mauvais système, mais les autres sont tous encore pires, hein, comme la démocratie selon Churchill. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est une autre alternative. Qui est basée sur la théorie relative de la monnaie, un titre un peu pompeux parce que c'est un ingénieur physicien qui s'est penché là-dessus, mais qui après s'est découlé en quelque chose de plus simple, la monnaie libre, et qui est aujourd'hui en expérimentation. Alors, entre-temps, j'ai vu que le terme, mais il était peut-être plus ancien, mais Gaël Giraud en France apporte aussi une proposition de monnaie libre qui est assez différente. Lui, sa proposition, c'est basée sur l'État créateur. Je pense même sous le principe de monnaie hélicoptère, mais j'en suis pas sûr. Et donc, lui entend ça monnaie libre de dette.
Donc, on crée de la monnaie et elle n'est pas liée à une dette, donc elle ne disparaîtra pas, cette monnaie-là. Et c'est l'État qui en est le créateur. Ici, on va voir que la liberté, monnaie libre, elle vient en fait plus de la philosophie du libre, du logiciel libre, du logiciel open source. Et donc, les 4 libertés qui sont listées dans la théorie relative de la monnaie, c'est la liberté de choisir son système monétaire, donc choisir la monnaie dans laquelle on veut faire des échanges. Alors, il y a la liberté d'utiliser les ressources. Donc, ça, c'est une liberté énoncée de manière générale, mais qui ici s'applique surtout sur la question de la liberté d'utiliser la ressource monnaie. Voilà, que chacun puisse aller dedans et qu'il n'y ait pas des personnes qui puissent dire qui peut l'utiliser ou pas et en quelle quantité. La liberté de produire et d'accorder de la valeur dans la monnaie qu'on aura choisie. Et la liberté d'échanger, de faire sa comptabilité, etc. dans la monnaie. Donc ça, c'est assez fort lié à la première liberté de choisir son système monétaire. On va surtout se pencher, parce que la proposition concrète de monnaie libre et toute la théorie relative de la monnaie, elle s'assure de respecter les autres valeurs, mais qui sont peut-être plus des questions qui sont à l'échelle de la mise en pratique. Mais sa réflexion profonde sur la manière de créer l'argent, elle est surtout au niveau de la liberté d'accorder de la valeur aux choses. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on avait vu aujourd'hui. On donne la liberté d'accorder de la valeur aux choses aux banquiers. Voilà. C'est quand on va chez le banquier qu'on demande un emprunt et on dit est-ce que tu voulais bien financer ou non. Ils ont beau vous dire que ça va être sur la possibilité. Il n'empêche néanmoins que c'est le seul endroit où vous arrivez avec vos valeurs et c'est les banquiers qui choisissent si oui ou non ça mérite d'être financé. Je vais essayer de bouger juste ce truc parce que je ne vois pas. Voilà. Donc, l'objectif principal de la théorie relative de la monnaie, c'est essayer de trouver que la monnaie redevienne une unité de mesure neutre. Voilà, quand on passe sur l'historique, on se rend compte qu'à l'époque, quand on choisissait des monnaies qui étaient elles-mêmes un bien dans la société, comme l'or, l'argent, encore avant ça, le blé, ou même des petites hachettes au temps des Vikings, l'unité de mesure n'est pas neutre du tout. Il y en a qui la possèdent ou qui ont les droits de production sur cette unité de mesure, qui peuvent la restreindre ou la faire arriver en masse, ou même par des facteurs extérieurs. Par exemple, la découverte des Amériques a amené beaucoup d'or qui a complètement modifié l'unité de mesure, et donc elle fluctue très fort et n'est pas neutre. Alors, il y a 2 éléments qui viennent fortement influer la valeur d'une unité monétaire dans l'espace économique, hein, on va appeler masse monétaire, et le nombre d'utilisateurs, enfin plutôt le nombre d'échanges qu'on va faire avec cette unité monétaire, mais qu'on peut voilà, par simplification, parce que c'est assez compliqué de déterminer le nombre d'échanges, par simplification, on peut dire que ça correspond au nombre d'utilisateurs de la monnaie. Et donc voilà, si on a quelque chose, une quantité qui peut fluctuer très fort, on a par contre un ratio de la quantité de monnaie sur le nombre d'utilisateurs qui, lui, donne une idée assez juste en fait, de la valeur d'une monnaie. Un exercice assez intéressant d'ailleurs est de faire, ici vous avez dans l'encadré, c'est des chiffres qui datent de 2018, je n'ai pas mis à jour, mais la masse monétaire euro qui était de 12 300 milliards d'euros en 2018. Alors, c'est masse monétaire M1, M2, M3. J'avoue que je m'y perds dans ce que ça représente exactement concrètement. Et puis après, le nombre d'Européens qui sont 340 millions d'Européens. Et en fait, si on fait cet exercice avec les différentes monnaies, les rapports qu'on va trouver entre chacune de ces monnaies correspondent quand même assez bien au taux de change qu'on a entre les différentes devises. Voilà. Donc,
toute la suggestion de la théorie relative de la monnaie est de se baser sur ce ratio, plutôt que la quantité elle-même, se baser sur le ratio monétaire sur le nombre d'utilisateurs. Donc la masse moyenne d'argent par personne. Et alors, l'idée pour la création va être on recherche une neutralité dans la capacité de donner de la valeur aux choses, et donc l'idée est d'accorder la même quantité de valeur monétaire, donc de masse monétaire sur le nombre de personnes, à tout un chacun. Donc, de faire une distribution équitable. Équitable entre toutes les personnes, on va dire équitable spatialement, hein, entre toutes les personnes. Oui, j'entends quelqu'un là, je voudrais bien essayer de couper. Voilà. Et donc, distribuer de manière équitable. Ce serait un peu comme, voilà, on commence un jeu de Monopoly, on reçoit chacun 10 000, et voilà. Et donc, c'est équitable. Le problème, c'est que la vie est un peu différente d'un jeu restreint sur une heure. Et donc, comment on va faire au moment où il y a des gens qui arrivent ou des gens qui partent? Des gens qui arrivent, on pourrait se dire, c'est pas grave, on leur donne, il y a eu des échanges avant, on leur donne exactement le ratio, la moyenne de ce que les gens possèdent, on leur donne aussi. Ok, ça devient plus compliqué par contre quand il y a des gens qui meurent, parce qu'alors on a ce nombre de la population qui diminue, mais la masse monétaire qui ne bouge pas. Avant, quand des personnes arrivent, on leur donne aussi, on crée aussi pour eux, donc on a toujours en fait la masse monétaire sur le nombre de personnes, donc la masse monétaire moyenne par personne qui reste identique. Par contre, quand on a des gens qui meurent, mais leur argent reste en circulation, soit parce qu'ils n'avaient plus d'argent, soit parce qu'il y a un héritage, et ben, tout à coup, on va avoir une plus grande quantité d'unités monétaires pour un nombre d'échanges qui va se restreindre, et donc l'argent va perdre de sa valeur, si on dit que l'argent a de la valeur. Donc, on va, dans les prix, on va avoir une augmentation des prix. Et ça va impacter assez négativement ceux qui n'hériteront jamais, par exemple. Voilà. Du coup, l'idée, plutôt que de distribuer tout au début de la vie des personnes, le début du jeu, hein, le début de la vie, c'est l'idée d'une co-création continue. Donc, on va pas distribuer au temps zéro le même argent à tout le monde. On va distribuer chaque année, chaque mois, chaque jour. Pour l'instant, l'expérience se fait chaque jour, mais ça peut s'envisager autrement. Une quantité de monnaie égale et à tout le monde en même temps. Et cette quantité de monnaie, elle va être calculée sur la croissance monétaire, sur la masse moyenne par personne. Alors là, ils sont rentrés dans des calculs qui, je crois, ne sont pas si compliqués que ça, mais pour moi qui me suis un peu arrêté au niveau mathématique, j'ai moins, enfin, donc là, je suis moins. Mais donc, ils ont testé plusieurs taux de croissance et en se demandant voilà, quel serait le meilleur, sachant que si on a un taux très élevé, en gros, on va favoriser en fait ceux qui arrivent dans le système monétaire. C'est-à-dire que si on a un taux très faible, on va favoriser fortement ceux qui étaient avant. Et donc ça, c'est toute l'idée d'une égalité qui soit plus que horizontale. C'est une égalité qui se fasse aussi dans le temps, dans les générations. Voilà, si on analyse un peu l'historique des crises monétaires, on se rend compte que certaines générations ont bénéficié d'une facilité d'émission de monnaie, il y avait plein d'argent, etc., au détriment finalement de la génération suivante qui va se retrouver dans un moment de rétrécissement de la bulle économique et qui vont devoir payer finalement la facilité que la génération d'avant a eu à émettre de la monnaie. Donc ici, on veut avoir une égalité entre, non seulement dans l'espace, mais dans le temps, entre toutes les générations. Et du coup, l'idée est de se baser, pour ce taux de croissance, sur le temps de vie en fait, de l'humain, pour essayer que toute la monnaie qui est au début d'une vie, au début d'une génération, quand on arrive au bout de cette génération,
elle ne vaut quasiment plus rien. Elle n'est plus impactante dans le système. Et c'est toute la nouvelle monnaie qui a été créée qui fait réellement les échanges, qui fait la valeur des échanges. Et donc, on va petit à petit évacuer l'importance de ce qu'avaient accumulé les générations précédentes. Et donc, on va se baser sur le temps de vie, ou plutôt le temps de demi-vie, en considérant que déjà, c'est mieux d'arriver à une proportion moyenne de monnaie au milieu de sa vie à 40 ans qu'à 80 ans. Là, il y a plus d'utilité. Et surtout que les personnes peuvent arriver à tout moment dans un système économique, puisqu'on envisage quelque chose où chaque utilisateur choisit le système monétaire. C'était une des libertés que j'avais énoncées. Et donc, quelqu'un peut arriver à tout moment dans le système économique. Et donc, s'il peut arriver à tout moment, c'est entre 0 et 80 ans, donc 40 ans en moyenne. Voilà, donc on va se baser sur le temps de demi-vie. Et pour qu'on atteigne une proportion moyenne de monnaie à un temps de demi-vie, au bout de 40 ans, le taux de croissance de la masse monétaire idéale, c'est de l'ordre de 10%, un tout petit peu moins, je crois, 9,7%. Ça correspond à quoi si on parle en euros? Donc, on a vu que la masse monétaire moyenne euros par Européen, c'était de l'ordre de 36 000 euros. Je ne sais pas si vous avez tout ça. On parle vraiment de l'argent que vous avez en banque. On ne parle pas ici de richesse, mais vraiment de possession de l'outil monnaie. Et donc, si on considère cette moyenne-là, un taux de croissance de 10% annuel de cette masse monétaire, ça fait que chacun recevrait 3 600 euros par an ou 300 euros par an. Voilà, donc on se rapproche ici des notions aussi de revenus de base, revenus universels, etc. Mais dans une conception et une organisation complètement différente. On va le voir juste après. Voilà, donc ça c'est le graphique. Ici, on voyait le taux de croissance, les différents taux de croissance. Ici, l'idée c'est de montrer qu'est-ce que ça ferait au niveau simulation de quantité de monnaie que possède un individu s'il ne fait aucun échange. On imagine qu'il ne fait aucun échange monétaire avec d'autres personnes. Et donc, au bout de 40 ans, il aurait plus ou moins la masse monétaire moyenne que tous les autres possèdent. Il continuerait, ça tend toujours vers la moyenne. Donc, à ses 80 ans, vraiment, il aurait ça. Et puis, il meurt à 80 ans. Et petit à petit, ce qu'il avait, que ce soit bloqué sur un compte ou que ce soit donné à quelqu'un en héritage, petit à petit, cette accumulation de monnaie qu'il avait va diminuer et 80 ans plus tard, elle ne représentera plus. Voilà, donc ça, c'est la simulation de ce que ça fait sur la quantité de monnaie d'une personne. Maintenant, si on simule différents individus, ici 5 individus, qui démarreraient au temps zéro avec une quantité d'argent différente, soit parce qu'ils ont fait des échanges, ils ont gagné de l'argent ou ils en ont perdu, soit parce qu'ils ont hérité ou quoi. Enfin, bon, voilà. Il y en a un qui démarre à exactement la moyenne monétaire, un autre qui démarre à un quart de cette trois quarts, à 25% de plus ou la moitié en plus. Et on voit que le fait que chacun va recevoir un pourcentage de la moyenne monétaire chaque année va faire que ceux qui sont au-dessus, relativement, ce qu'ils vont recevoir ne sera pas aussi important que ce qu'ils avaient avant. Donc, ils avaient 1,5 fois ce que les autres possédaient en moyenne, pour le plus haut. Il va recevoir à chaque fois juste un pourcentage de la moyenne. Et donc, petit à petit, il va tendre vers la moyenne aussi. Et donc, on a un effet, on a, si vous voulez, en même temps un effet de fonte de ce que des stocks de monnaie que les gens ont, mais compensé par un apport d'argent à chaque fois pour tout le monde, mais équivalent. Et donc, petit à petit, on a les réserves de ceux qui ont plus, qui fondent plus et qui tendent vers la moyenne, et de ceux qui ont moins, qui proportionnellement, ils reçoivent suffisamment que pour rejoindre la moyenne. Voilà, donc on a aussi une similitude avec les monnaies fondantes, mais finalement dans un mécanisme aussi assez différent.
Alors, beaucoup, quand on parle de cette croissance de la masse monétaire continue, s'enflamme sur la notion d'inflation. C'est mauvais l'inflation, c'est grave. Bon, peut-être qu'ici, les personnes qui sont ici, on regarde ça avec plus de recul. Alors, ce qu'on peut opposer à ça, deux choses. De un, l'inflation qui est proposée d'environ 10%, de la croissance monétaire de 10%, mais finalement, elle est assez proche de ce qu'on a actuellement pour l'euro, pour le dollar dans le monde. Sauf que ici, c'est une croissance monétaire où chacun recevrait la même chose, tandis que actuellement, la croissance monétaire, elle se fait à certains endroits, voilà, elle est assez localisée, les sources et ceux qui la captent. Et par contre, les assèchements se font dans le reste de l'économie. Et alors, l'autre chose, c'est qu'on peut distinguer inflation réelle et inflation nominale, où l'inflation nominale, c'est vraiment l'effet dont on parle ici. On augmente la quantité d'argent et donc la quantité d'unités monétaires. Et donc, les prix semblent augmenter, mais c'est tous les prix en même temps qui augmentent et de manière conjointe avec la quantité monétaire que normalement tout un chacun possède. C'est un problème quand ce n'est pas tout un chacun qui la possède, mais quand tout un chacun la possède, c'est plus vraiment un problème. En fait. Et donc, on peut même regarder ça avec d'autres lunettes et au lieu de se dire on va parler en quantité de monnaie, la monnaie libre, on appelle ça la June, ce serait en quantité de June, en euros, donc quantité d'euros, on parlerait en termes relatifs. Et ici, donc en moyenne monétaire par personne ou en dividende universel. On a vu tout à l'heure qu'un dividende universel, ce serait 300 unités monétaires libres par mois. Et ben, imaginons, on n'a pas d'équivalent aujourd'hui, malheureusement en euros, on n'a pas de revenu de base, mais imaginons qu'on parlera en salaire. C'est un problème parce que tout le monde n'a pas le même salaire aujourd'hui, mais on se rend bien compte que le prix d'une maison, par exemple, croit souvent augmenter très fort. S'il était de l'ordre d'une... ça fait combien le prix d'une maison? De l'ordre d'un millier de salaire. Non, ça fait trop. D'une centaine... c'est ça? Oui. Non, d'une centaine de salaires. Quelque part entre 100 et 1000. Il l'est toujours à l'heure actuelle. S'il ne l'est plus, là, c'est qu'on a une inflation réelle. Ça veut dire que la bulle immobilière vraiment prend une... Mais si c'est juste une inflation nominale, on parlera toujours de cette même proportion. Et donc, le fait d'introduire un dividende universel qui est relatif à la masse monétaire moyenne par personne, mais qui est partagé par tout le monde, eh ben, on va avoir finalement une manière de nommer les prix qui ne va plus bouger, on ne va plus voir cette inflation du tout. Je n'ai plus mes petits commentaires. Non, je n'ai plus mes petits commentaires. Donc, ici, je parlais un petit peu plus des similitudes qu'on peut retrouver entre ce qu'apporte la monnaie libre et d'autres alternatives. Alors, c'est pas une monnaie locale. Hein. L'objectif et l'expérience aujourd'hui ne se propose pas de le faire localement. Maintenant, je crois qu'un des buts recherchés des monnaies locales est aussi de s'extraire de tout le problème de la finance dans les hautes sphères et l'économie complètement déconnectée de la réalité de terrain. Et là, on a quelque chose de similaire puisqu'on brouille complètement les possibilités de faire des paris sur la finance, sur les échanges et de créer des bulles financières autour de la création monétaire. Et donc finalement, on rejoint aussi, et si on n'est pas local de manière géographique, on est en tout cas ancré dans une économie réelle. Maintenant, je crois qu'il y a toujours, et c'est une de mes envies d'aller vers ça, une grande complémentarité entre ce que peuvent apporter les monnaies locales et la monnaie libre. La monnaie libre en s'attaquant à vraiment la manière dont est créée et la théorie derrière l'unité monétaire, et la monnaie locale qui apporte pour moi de grandes choses au niveau des échanges concrets entre les personnes, mais qui aujourd'hui, pour la plupart, sont liés à la création monétaire de l'euro. Et donc,
finalement embarque avec elle une justification du système monétaire euro et une vulnérabilité liée, elle aussi, à l'euro. Il faudrait qu'elle puisse se détacher de la création de l'euro pour ne plus être liée à cette vulnérabilité. J'en parlais juste un peu avant, la monnaie libre a aussi des similitudes et des aspects avec le revenu de base. Donc, le revenu de base, c'est l'idée de taxer, de fournir à chacun une somme équivalente, peu importe son justificatif. Voilà, tout le monde la même chose. Évidemment, la manière de le financer, la plupart des suggestions aujourd'hui, c'est de le financer via une taxe. Et donc, via une taxe qui nécessairement, assez logiquement, irait chercher chez les plus riches plus d'argent et chez les plus pauvres, a priori, il y aurait moins d'argent qui serait ponctionné. Et donc, ces deux graphiques ici permettent de montrer à gauche le principe d'un revenu de base financé par une taxe. Et donc, on voit qu'il y a en effet un rééquilibrage des richesses entre les personnes. Donc, celles qui ont juste la moyenne continueraient à avoir juste la moyenne. Celles qui ont plus auraient, de manière relative, se rapprocheraient des autres, parce qu'ils recevraient un peu moins que ce qu'ils ont donné. Et ceux qui ont moins recevraient un peu plus que ce qu'ils ont donné, donc se rapprocheraient aussi de la moyenne. Et donc, on a entre les deux la même masse monétaire égale, mais on a un rééquilibrage. Dans le graphique de droite, on a le principe de réallocation des richesses via la monnaie libre, mais via uniquement la création. Donc, la masse monétaire évolue du côté gauche au côté droit, on a augmenté de 10%. Et du coup, quantitativement, tout le monde a plus, mais en réalité, on a un même rééquilibrage de la richesse relative des personnes. Voilà, je vous laisse refaire les calculs après si vous voulez, mais si vous faites la somme de Justine divisée par Amina du côté gauche et la même du côté droit, vous obtiendrez la même proportion relative. Et alors, soit dit en passant sur le revenu de base, ce sera aussi peut-être plus facile à faire avaler aux très riches. Un rééquilibrage où eux, quantitativement, ont l'impression de gagner aussi qu'un passage où on leur ponctionne de l'argent. Et a priori, ça pourrait aussi être techniquement plus facile à mettre en place puisqu'on a une opération au lieu de deux. Voilà, similitude avec la monnaie fondante. Donc, il y a eu des tentatives de monnaie fondante. J'ai dû aller chercher loin quand même pour trouver ces tentatives. Donc, ici, on a début du 20e en Allemagne, une suggestion de monnaie fondante. Et donc, le principe de cette monnaie, c'est qu'il fallait aller de manière régulière, par exemple chaque mois, faire tamponner son billet pour qu'il ait encore de la valeur. Si on ne le faisait pas tamponner, il avait plus de valeur. Si on le faisait tamponner, il avait encore de la valeur, mais celle-ci diminuait au fur et à mesure pour finalement ne plus rien valoir. Et donc ça, c'est dans la volonté d'avoir une monnaie que les gens vont utiliser, d'éviter que les gens capitalisent, gardent la monnaie et que la monnaie devienne elle-même une valeur, un bien que les gens recherchent et mettent de côté et du coup empêchent les échanges entre les personnes dans la sphère économique. Donc ici, on a vu que le fait de faire croître constamment et de manière contrôlée la monnaie diminuait la valeur des stocks qu'on ferait, sauf qu'on n'a pas cette lourdeur administrative d'un côté, et puis on ne va pas non plus vers quelque chose qui ne vaut plus rien du tout si on ne suit pas la procédure. Alors, tout ce que je vous ai présenté sur la monnaie libre, c'était dans la théorie relative de la monnaie, et ça n'était pas concret, c'était une réflexion, je ne sais pas si j'oserais dire une branlette intellectuelle, des réflexions théoriques qui n'avaient pas d'application. Ça se passait en 2009 à l'époque.
Quelque chose est venu bouleverser ça dans les mêmes années, un petit peu plus tard, 2010-2011. Je crois que c'était déjà en 2009, mais ce n'était pas du tout connu à l'époque. C'est la blockchain. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de la blockchain, sans doute à travers le Bitcoin. Le principe de la blockchain, c'est de se baser sur donc un codage et un programme informatique qui est en fait une espèce d'immense registre. Il y a des micros qui... si vous pouvez couper votre micro si vous venez d'arriver. Donc, quand vous avez chez le notaire, par exemple, et que vous voulez acheter un terrain, une maison, le notaire les notaires partagent des registres et ils sont les seuls à pouvoir accéder à ces registres, signer dans ces registres pour confirmer que le bien appartient bien à la personne qui veut le vendre et que que la personne qui veut l'acheter a bien les sous. Et une fois que ça passe à la personne, d'acter dans ce registre que c'est passé à cette nouvelle personne. Et comme ça, tout le monde travaille avec le même registre, on est sûr, il n'y a pas de problème de double vente d'un terrain. La blockchain, c'est un petit peu ça en fait, un grand registre comme ça, mais où tous les utilisateurs sont aussi potentiellement les notaires, les acteurs, les signataires. Et donc on va avoir tout un système assez complexe mis en place pour être sûr de ne pas pouvoir falsifier ce registre. Et une grande transparence pour que tout le monde puisse regarder ce registre et s'assurer que tout est fait de manière correcte. Alors, si vous avez entendu parler de la blockchain et du Bitcoin, vous avez sans doute entendu parler en mal, et c'est en effet le cas pour le Bitcoin. Le Bitcoin, à la base, c'était de nouveau une réflexion intellectuelle, cette blockchain, et le Bitcoin était son premier test d'application. C'était un peu un jeu, et puis ça a servi d'échange pour des cartes de collection de baseball, je pense, sur je ne sais pas si on appelait ça encore le darknet à l'époque, mais voilà, des espaces assez fermés de l'Internet. Et puis ça s'est emballé, c'est devenu un petit peu n'importe quoi, au point d'arriver à la création d'usines à Bitcoin en Chine, une qui a flambé, là, qu'on voit sur la photo, et à des problèmes spéculatifs énormes. Il y a des problèmes intrinsèques, donc c'est un problème environnemental et c'est un problème économique, ce Bitcoin. Et ça, c'est lié à des choix intrinsèques qui ont été faits sur la manière de créer le Bitcoin. Donc, pour créer un Bitcoin, je disais, donc, la blockchain est une sorte d'immense registre et où tout utilisateur potentiellement peut signer dedans. Et ici, le Bitcoin va être généré au moment où quelqu'un appose sa signature. Et pour apposer cette signature, en fait, pour chaque transaction, la blockchain va envoyer à des personnes au hasard une formule de calcul qui intègre les variables de cette transaction et des codes assez complexes à décrypter. Et donc, les différents utilisateurs qui ont reçu ça vont se battre, c'est leur ordinateur qui va se battre pour résoudre la formule le plus rapidement possible et donner la réponse. Et donc, ça va permettre à la fois de contrôler la réponse et de contrôler la justesse de l'échange et d'assigner la création d'un Bitcoin à une personne. Et alors, le principe du Bitcoin, c'est que ces calculs deviennent de plus en plus compliqués au fur et à mesure. Et donc, on va avoir une puissance de calcul pour générer du Bitcoin qui va devoir être en constante augmentation. C'est assez exponentiel. Je crois d'ailleurs que vers 2023, si j'ai bien suivi, plus aucun ordinateur ne pourra calculer. Donc, le Bitcoin s'arrêtera. Du coup, ça génère une consommation d'énergie énorme. Oui. Je me permets juste d'intervenir parce qu'effectivement, c'est toujours un sujet glissant par rapport au Bitcoin et la blockchain. Hein. Tu fais bien de ça. Deux sujets différents. Je propose peut-être de le garder dans la partie échange si vous voulez y revenir et dans la même logique que ce que tu as déjà initié avec l'allocation universelle ou les monnaies locales en faisant qu'est-ce qui est comparable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On est déjà une bonne demi-heure et que je sais qu'il reste quelques éléments encore à aborder. Il me reste 4 slides.
Donc, je vais les... Donc, en gros, il y a des choix qui ont été faits pour le Bitcoin qui impliquent ces problèmes environnementaux et économiques de spéculation qui ne sont pas nécessairement à faire dans une blockchain et qui ne sont pas faits dans la blockchain qui est utilisée pour la monnaie. Alors, la monnaie libre, du coup, je vous disais, c'est une expérience grandeur réelle. Depuis 2017, quelques informaticiens ont lancé ça et puis ça s'est répandu. Donc, ils étaient 30 au départ. Maintenant, il y a environ 2600 personnes qui sont réparties surtout en France. C'est parti à Toulouse. On voit, il y a un bon millier de personnes à Toulouse. Du côté de Rennes, il y en a pas mal aussi. Et en Belgique, on approche les 200 personnes qui se sont fait membres de cette expérience. C'est surtout pour moi donc c'est une monnaie, il y a des choses qui s'échangent, mais c'est surtout un outil puissant pour changer d'angle de vue par rapport à notre système monétaire. Et tout ce que je vous ai dit avant, voilà, je l'avais effleuré. Je vous avais dit qu'il y a 15 ans, j'avais regardé l'argent dette. J'effleurais les questions de monnaie, mais se plonger dans un système si radicalement différent permet de regarder celui où on est avec une toute autre vision. Et c'est puissant comme outil pour ça. On ne le sent pas avant d'y arriver. Alors, un dernier élément qui me paraît important d'aborder, voilà, c'est important quand même la monnaie, c'est pas anecdotique. Et donc, pour créer de la monnaie, on a vu que quand on rentrait dans ce système économique de la monnaie libre, chaque utilisateur en est co-créateur. Ça implique une grande responsabilité. Et du coup, pour ne pas se confronter à des problèmes où des gens vont créer plusieurs comptes et avoir beaucoup d'argent, donc c'est non seulement dans la tricher au niveau de la quantité de monnaie, mais aussi avec plusieurs comptes, on peut potentiellement modifier les règles. Donc la blockchain est un outil de démocratie basique, on va dire. Si 50% des utilisateurs veulent changer la règle change. Et donc, si 50% des utilisateurs veulent dire soudain, Manu, il reçoit la moitié de l'argent et les autres se répartissent l'autre moitié, c'est possible. Et donc, il faut une sécurité très importante. Et là où j'ai été positivement surpris, c'est que cet ensemble d'informaticiens un peu geeks, plutôt que se baser sur des contrôles extrêmes informatiques, on misait toute cette sécurité de la création monétaire sur une toile de confiance qui est en fait une relation d'humain à humain. Donc, pour rentrer dans la création monétaire, il faut rencontrer 5 personnes qui y sont déjà et que ces personnes certifient qu'on est une vraie personne, une personne vivante, et qu'on nous connaissent assez bien que pour assurer qu'on n'ait pas créé plusieurs comptes. Voilà. Après, il y a des règles encore derrière pour s'assurer qu'on 5 personnes qui s'entendraient bien ne commenceraient pas à certifier leurs plantes vertes et leurs chiens. Voilà. Et sinon, ici, c'est quelques exemples de ce qui s'échange en monnaie libre. Donc, ça a grandi depuis quelques années. Les échanges se font aujourd'hui soit sur un site qui ressemble un peu au Le Bon Coin en France, soit les villes où j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs, comme Toulouse ou Rennes, organisent régulièrement des apéros monnaie libre et où ils viennent en général avec leurs choses à proposer. On a également ici en Belgique, du côté d'Ottigny-Louvain-la-Neuve et de Verviers, et à Bruxelles, je pense, mais ils sont un peu essoufflés, des apéros monnaie libre assez réguliers. Voilà. Alors là, je vous ai laissé quelques mots-clés de ce que j'ai parcouru et j'ouvre la porte. Vous pouvez tirer. J'essaierai de répondre si j'y arrive.